Surveiller mon écran. Ah, je vois que, ouais, ça commence un petit peu à venir et franchement, c'est alors, les amis, c'est un webinaire que je souhaitais faire depuis longtemps. Malheureusement, avec Arnaud, on n'a pas eu le temps de trop synchroniser pour le faire, mais maintenant que je l'ai sous la main, c'est cool de vous le présenter. Et puis surtout, vous allez voir un petit peu, en fait, ce qu'il va apporter dans cette notion un peu, vous rappeler, comme j'en parle souvent, de la sécurité. Parce que finalement, il faut prendre tout ça d'en bas et il y a pas que de l'infrastructure. Il y a aussi, je te laisserai en parler mieux que moi, Arnaud. Il y a aussi la partie un peu, développement, il y a aussi la partie un petit peu comment on va interconnecter les systèmes et le dev en fait aussi partie. Même si nous, on fait de l'infra, c'est cool, il faut quand même qu'on soit bien coordonné avec cette partie-là et vous allez le voir ici justement à travers de ce webinaire, la gestion des identifications, la gestion de l'ajout d'applications dans Azure AD en mode développement in-house. Donc c'est vraiment du deep dive, hein, pour le coup, là, on ouvre le moteur et puis on voit un peu ce qui se passe dedans et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là qu'on comprend un peu les concepts, en fait, d'authentification, d'autorisation, et aussi de sécurité de manière globale dans Azure AD. Complètement. Du coup, tu veux que j'en profite pour me présenter, Stéphane? Ouais, vas-y Arnaud, tu peux y aller, tu peux Peut-être y je aller. commence, comme ça fera venir les Ouais, gens, puis, ceux qui sont après, tant pis pour eux. Moi, c'est Arnaud de Dejoli, je suis enchanté de vous rencontrer tous. Ça fait plus de 20 ans que je fais de l'IT, donc moi j'ai commencé plutôt dans le monde du logiciel chez un éditeur. Mon job, c'était de créer ce qu'on appelait le socle applicatif. Donc en fait, on faisait les frameworks qui permettaient aux autres équipes de créer des applications métiers. Je me suis éclaté, là-dedans. J'ai fait ça pendant quasiment, 10 ans. Puis au bout de 10 ans, j'ai commencé à bien maîtriser ça. Bah, je me suis dit: «Ouais, mais c'est cool de se faire plaisir avec la technique, mais j'ai envie de voir un peu plus les clients». Donc je suis parti dans le monde du consulting et ça faisait maintenant 15 ans que je fais du consulting, où mon job, c'est d'aider les clients dans leur système d'information à créer des architectures d'entreprise, des architectures logicielles avec une culture DevOps pour faire des applications distribuées, quoi. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'avec Cefala, on a des clients en commun où on s'éclate tous les 2, où du coup, ben, comme l'a très bien dit Cefala, lui, il a une vision beaucoup plus, infra, ops, enfin, de la sécurité et cetera. Moi, où je viens avec ma vision plutôt, dev et puis, ben, ça nous permet en croisant ces deux cultures de donner le meilleur, à nos clients et donc on a fait, plusieurs projets avec du AKS, du DevOps, de la sécurité, tout ce qui va autour et je prends beaucoup de plaisir à bosser avec ces là parce que justement on a chacun notre angle de vue, mais chacun respecte, le suivant et on est vraiment dans cette culture DevOps de, ben, on travaille ensemble pour avancer. Et puis peut-être pour la petite histoire, j'ai une autre passion qui est le smart home, la domotique. J'ai créé tout un framework autour de ça et puis j'ai eu la chance de travailler sur des gros projets dans le monde du smart grid, donc les gestionnaires de réseaux de distribution, type un peu Linky pour remonter des informations, des compteurs intelligents avec des Kafka, je sais pas si ça vous parle, des architectures microservices à vitesse et cetera, quoi. Donc voilà rapidement, quoi. Ah, d'ailleurs Arnaud, merci beaucoup. D'ailleurs, ça serait intéressant, je pense, tu vois, tu viens de me donner l'idée en direct, c'est cool. C'est l'avantage du direct, c'est que ça serait bien peut-être que tu fasses une présentation une fois, donc en solo, de ta solution de domotique. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de Ouais, geeks dans la salle là et honnêtement, moi tu me l'as présenté déjà, j'ai vu, franchement c'est un truc de fou, ce qu'il a réussi à faire, avec, des petits moyens, hein, si je peux dire, dans ouais, ton petit ouais, ouais. garage, on va dire et franchement Ah, ça peut être intéressant que tu nous fasses une présentation là-dessus, tu vois? alors avec grand plaisir, Ouais. après c'est pas à la portée de tout le monde parce qu'en fait j'ai appliqué les principes qu'on met dans l'industrie chez moi, ce qui marche très bien chez moi, je suis pas Mmh. convaincu que tout le monde, ferait. J'ai du Kubernetes pour gérer ma date tolérance des pannes et des choses comme ça, mais avec grand plaisir, si ça intéresse des gens, je vous fais une démo, je Mmh. vous explique un peu l'architecture de référence, puis la démo où il y a du Kafka, des choses comme ça derrière. Alors il y a Sébastien qui posait une question, mais je sais pas si, Arduino, ouais, 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 ouais. tu Non, connais ça? C'est une solution je ou connais, ouais, ouais, non? ouais, dans Ouais. dans l'électronique, donc moi c'est plutôt avec du Raspberry et genre Ah, j'ai c'est beaucoup du de trucs avec le Raspberry, ouais, Raspberry OK. Ouais. et puis il y avait les protocoles I2C, alors des protocoles bas niveau, pas chers avec Raspberry. Après les protocoles domotiques, plutôt, donc moi c'est pas du Kinix, c'est du Legrand, c'est un système, italien, Beticino pour ceux qui connaissent. Mais ouais, 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 Arduino je connais bien, enfin j'ai fait d'autres petits trucs avec, mais pas dans la domotique, j'étais resté sur le Raspberry parce que c'est plus facile. Le problème d'Arduino, il faut descendre vraiment bas niveau. Avec le Raspberry, c'est qu'on a l'OS, j'arrive à faire des choses plus faciles. Mais ouais, ouais, Arduino je connais un petit peu, mais pas dans la domotique.
Ah super, bah, écoute ça serait je pense ça fera l'objet d'une session, on fera. Vous me direz si ça vous intéresse d'avoir un peu de domotique. Surtout de domotique Avec plaisir. développée maison, hein, en fait, c'est ça qui est intéressant avec les challenges derrière sur la gestion des authentifications, sur les architectures microservices, sur Kubernetes et cetera. Donc Bah, j'essaie ça d'appliquer peut tout ce effectivement être intéressant. qu'on utilise dans Mmh. nos travaux quotidiens, mais je l'applique à la domotique. Donc encore une fois, des fois, c'est un peu gros pour le commun des mortels. Et l'avantage, c'est que pour nous, ben, on lie l'utile à l'agréable ou ce qu'on fait chez nos clients et cetera, ben, on le fait chez nous aussi, quoi. Top. Merci Arnaud pour l'intro. Alors bon, moi je pense qu'on se connaît tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, c'est Falateroute. Vous me connaissez, enfin pour la plupart, je pense qu'on se connaît. J'interviens sur la partie Azure, la partie M365 et tout ce qui est avec un gros scope sur tout ce qui est DLP, Data Protection et Data Governance. Et donc je suis là avec Arnaud pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui en plus super intéressant, c'est les authentifications deep dive autour d'Azure Active Directory, à savoir autour de Microsoft Entra. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous enregistrer pour le 11 juillet. Ouais, 11 juillet, il y a Microsoft qui va faire des grosses annonces autour de plein de nouveautés sur la session sur l'identité. Normalement, vous avez dû voir le lien passer sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à vous enregistrer parce que vous allez avoir pas mal de choses intéressantes, notamment sur ce qui va arriver sur Microsoft Entra. Oui, oui, il y en aura une effectivement, Seb, sur la partie mise à jour. Il y en a plusieurs qui vont arriver. Là, j'ai pas eu en fait, j'ai fini mon bouquin, j'avais pas beaucoup de temps, là-dessus, mais maintenant, en fait, je vais me réattaquer aux formations et puis il y aura d'autres choses qui vont arriver. Alors, en termes d'agenda, ce qu'on va vous proposer, ça va être très simple. On va faire un petit peu un bac, tout basique sur la partie Azure AD Platform, comprendre ce que c'est l'Azure AD Platform, comprendre comment fonctionne et comprendre surtout les types de comptes qui sont utilisés derrière celle-ci, n'est-ce pas? Ensuite, on va voir un petit peu, comment en fait fonctionne l'intégration de l'authentification d'une application dans Azure AD, ça c'est important. Salut Eric. Et on verra aussi, finalement, l'aspect développement. Arnaud va en parler un petit peu, vous allez avoir des petites nuances qui sont intéressantes. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, là, c'est comme si je prenais une voiture, j'enlève le moteur, d'accord? Et j'assemble pièce par pièce pour vous montrer comment le moteur va fonctionner. Donc là, on va essayer de faire ça, bien sûr, à notre échelle, hein, bien évidemment. Sur la partie, on va dire que nous, infra, on doit pouvoir, en fait, comment dirais-je, maîtriser, si je puis dire, d'accord? Et on verra dans un second temps, un deuxième webinaire, où Arnaud va rentrer dans le code et il va nous montrer comment coder justement l'authentification et l'intégration avec Azure AD, avec les frameworks comme Java, etc. OK? Et on finira bien évidemment pour parler un peu sécurité autour de tout ça, parce que vous allez voir que la sécu, même quand on intègre ce genre d'application, bah, par défaut, forcément, il va quand même falloir faire des choses parce que c'est pas secure by design quand même. On verra que c'est pas si évident que ça et on verra même la dernière petite faille qu'on a eue, autour de ce qu'on appelle le N-Auth. Alors donc Azure AD Platform, je pense que tout le monde connaît. D'abord Azure AD comme étant un IDP, d'accord? C'est-à-dire que c'est un moyen d'authentification qui va vous permettre de vous autoriser à accéder à des ressources. Donc c'est-à-dire que je vais avoir 2 notions. Je vais avoir une notion d'autorisation, d'accord? Et une notion d'authentification. Ça, c'est ce qu'on connaît, c'est-à-dire que quand vous lancez votre Teams, d'ailleurs, l'exemple, il est parfait ici, c'est que vous êtes connecté à Teams pour joindre ce webinar. En fait, ce qui s'est passé derrière, c'est que vous êtes authentifié tout simplement au niveau de l'IDP d'Azure Active Directory. Vous avez une authentification et une autorisation. Il faut savoir que l'Azure Active Directory Identity Platform, c'est pas que ça. Il y a beaucoup de choses derrière qui peuvent être sous-jacentes et implémentées, notamment tout ce qui est API et PowerShell. Donc, vous avez Graph API qui va venir s'appuyer et PowerShell pour pouvoir interroger tout ça donc au niveau ligne de commande. Je vous rappelle que les anciens modules Azure AD PowerShell et MSOL vont être dépréciés, donc on arrive jusqu'à 2024. Mais pensez maintenant à migrer vos scripts, etc. sur MS Graph. C'est l'avenir de toute façon. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et vous avez surtout aussi la librairie qui est derrière, donc la MSL librairie, qui, elle, justement, va être un petit peu le cœur du sujet d'aujourd'hui et surtout du prochain webinaire avec Arnaud, parce que c'est là où Arnaud va nous montrer un petit peu comment ça va se passer. Ça va être l'intégration donc d'une application développée maison dans Azure Active Directory et bénéficier de l'authentification haute en termes d'autorisation et d'accès et de l'OpenID Connect pour pouvoir connecter vos applications à Azure AD. D'accord? Parce que derrière,
vous vous en doutez bien, une fois que je me suis attaché à Azure AD, bah, pour ceux qui font de la sécu, bah, derrière, je vais pouvoir attacher les conditional access, attacher les conditional access renforcés avec le FIDO2, le passwordless et ainsi de suite. D'accord? Donc, bien évidemment, si j'essaye d'intégrer mes applications dans Azure AD, ça va de soi, c'est parce que je veux bénéficier de la sécurité que le cloud va m'offrir. Et comme vous le savez, et d'ailleurs le très sérieux Journal Forrester qui l'a dit déjà en 2020 à l'époque, même si ça va faire grincer des dents à chaque fois, mais en fait, le futur de la cybersécurité, de toute façon, se trouve dans le cloud. Le monde on-prem, c'est fini, que ce soit en termes d'attaque, on est trop à l'ouest par rapport aux attaquants. Les attaquants vont trop vite, donc pour pouvoir se défendre, on est obligé d'utiliser les moyens flexibles, adaptables et surtout scalables en termes de scalabilité, à savoir le cloud. Après, vous avez la partie management, parce que bah, vous avez le partie portal management qui vous permet de manager la partie Azure, et vous avez deux notions hyper importantes, donc c'est le OAuth 2.0 et le Panady Connect, on va le voir tout à l'heure. Et donc finalement, avec tout ça, il faut voir que de l'IDP Microsoft Azure Active Directory, qu'est-ce qu'il identifie comme type de compte? Bah, en fait, il va identifier 3 types de comptes essentiellement, d'accord? Il va identifier et authentifier le Work or School Account, donc ça, vous connaissez tous, ça, c'est ce que vous avez quand vous avez un Azure AD que vous avez acheté avec une licence P1, P2, Business Premium, et cetera. C'est-à-dire, ce sont des comptes work, professionnel ou scolaire. OK? Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui quand on travaille, quand on a une adresse mail professionnelle. Après, vous avez ce qu'on appelle les personal accounts. Donc les personal accounts vont pouvoir s'authentifier à Azure AD au travers de la fédération qui est effectuée directement dans Azure Active Directory. D'accord? Donc par exemple comme Facebook, comme Outlook.com, comme Xbox, des comptes Skype classiques. D'accord? D'ailleurs, c'est ce qui vous permet aussi, là j'en parle pas, mais c'est ce qui vous permet aussi de profiter du B2C, puisque le B2C, justement, c'est l'authentification sur la partie customer, où finalement, avec n'importe quel compte, je vais vous donner une application, derrière il y a une API qui sera configurée, et en fait vous allez pouvoir vous greffer à mon Azure Active Directory avec n'importe quel compte. D'accord? Même le petit coin, même la petite épicerie du coin qui a besoin de se connecter sur mon Azure AD avec son compte Gmail, il va pouvoir le faire. Ça, c'est le B2C, c'est important. Après, bon, ça rajoute quand même pas mal on va dire, de complexité, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et ensuite, vous avez le B2B. Là, c'est vraiment la partie collaboration pure et dure, c'est-à-dire la connexion entre 2 systèmes, on va dire, professionnels, typiquement, soit un social media, par exemple Facebook ou autre, ou alors des comptes Azure Active Directory qui vont venir se greffer entre eux pour pouvoir faire de la collaboration. Et tout ça, c'est offert par, on va dire, l'écosystème Microsoft Entra, parce que je vous rappelle que c'est ni plus ni moins un Azure AD derrière. Et dedans, vous allez retrouver donc la partie IDP, Azure AD, la partie Permission Management. La Permission Management, ça nous permettra d'aller, en fait, tout simplement checker et analyser et évaluer et faire de l'assessment des droits sur différents clouds. Par exemple, si j'ai un GCP, si j'ai un Amazon, je vais pouvoir, grâce à Microsoft Entra, aller évaluer le niveau de confidentialité de mes ressources et pour pouvoir donc ensuite faire un assessment sur du cloud cross-platform. Donc ça, c'est intéressant. Donc en fait, je suis capable de faire de la permission cross-cloud. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai la partie Verified ID, donc ça, c'est la partie identité décentralisée. Donc, ce qui va arriver un peu avec la blockchain, etc. Donc, Microsoft est aussi en train de mettre de l'argent dedans. Ça, pour l'instant, j'ai pas encore testé parce qu'il n'y a pas vraiment de real use case intéressant. Mais le jour où on aura des trucs intéressants, je vous montrerai. Ensuite, on a les workload identities. Ça, c'est vraiment c'est le truc le plus intéressant que je connaisse dans Azure pour pouvoir communiquer entre ressources et Azure AD. Arrêter d'utiliser en fait ce qu'on appelle des comptes classiques, etc. Passer par du workload identity, ce qu'on appelle les machine identities. Mais malheureusement, en termes de sécurité, il va falloir les sécuriser. Donc, du coup, c'est bien pour la partie connexion parce que ça offre du SSO, ça offre un certain confort, d'accord, sur la partie authentification. Par contre, sur la partie sécurité, ça peut être compliqué. Donc, faites très attention quand vous utilisez ce genre de choses. Et notamment, c'est pour ça que Microsoft a sorti. Alors, malheureusement, là aussi, je vous en ai déjà parlé, ça fait pas partie du bundle E5, mais si vous voulez protéger vos workload identities, vous êtes obligé d'acheter un petit add-on qui coûte, je crois, 2 $ par workload. Donc, si vous en avez 50, bah, ça fait 50 $, enfin 2 fois 50 par mois. Ça commence à faire quand même beaucoup. Donc, c'est dommage que ce soit pas dans le 5, mais en tout cas, sachez que ça existe, vous allez pouvoir le faire. Et en dernier lieu, c'est l'identity governance, c'est pour pouvoir faire de la gouvernance et pour faire en fait un peu ce que faisaient MIM et FIM dans Azure AD. Donc, c'est en train d'arriver, c'est encore tout
tout frais, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc des use cases, comme j'en ai déjà donné, c'est par exemple, quelqu'un qui rentre dans une entreprise, en fait, vous allez pouvoir lui donner son Teams de manière automatique, vous allez pouvoir lui assigner des licences de manière automatique, vous allez pouvoir lui envoyer un email de bienvenue, vous allez pouvoir lui donner les accès à des applications de manière automatique et cetera, comme on va le voir tout à l'heure. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'IT governance. Donc ce que je viens de vous dire là, c'est la partie plateforme dans sa globalité. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie MSAL, donc la librairie d'authentification open source, qui est open source d'ailleurs, et la partie OAuth et OpenID Connect. Alors, ce qui est important aussi, on en parlait avec Arnaud, en plus, attention, parce que ces termes-là, authentification, autorisation, on les voit même quand on fait de la prod, parce qu'en fait, quand on met en place de la l'AKS ou ce que vous voulez, ces genres d'applications, c'est vrai que ces notions, si on ne les maîtrise pas, ça peut vite être compliqué. Ça peut vite compliqué parce que quand on troubleshoot des trucs, on se rend compte que finalement, ah bah tiens, je connaissais pas ça, donc du coup, je saurais pas bien troubleshooter. Donc c'est très important d'avoir cette notion de séparation entre le haut N et le haut Z. Donc ça, c'est des notions que vous allez retrouver à plusieurs reprises dans les docs, etc. Vous avez la partie authentification, donc ici, qui sera gérée par OpenID Connect, c'est très important, ce protocole-là qui va gérer la partie authent au niveau de la plateforme Azure Active Directory, et qui lui va vous permettre tout simplement de vous authentifier. D'accord. Une fois que vous êtes authentifié, c'est-à-dire que vous avez passé la première barrière, donc la conditional access, par exemple, là beaucoup je m'adresse plutôt à l'infra, et que vous êtes authentifié, vous avez mis votre MFA. Après, derrière, il y a l'autorisation à la ressource. C'est-à-dire que l'autorisation, par exemple, pour accéder à une application. Typiquement, une application que vous aurez développée et que vous avez mis, par exemple, comme moi et Arnaud, dans AKS et ensuite dans Azure AD. D'accord. Et ben là, c'est ce qui est intéressant, c'est que justement, on va devoir accéder à ces ressources. Alors, bien évidemment, ça peut aussi être des ressources Teams, SharePoint, OneDrive, etc. Mais là, je vous parle juste sur la notion très importante de l'hôte N et de l'hôte Z à bien distinguer quand surtout vous faites ce genre de choses. Surtout si vous faites, encore une fois, on va dire des intégrations avec des applications maison. C'est ça qui est important. Donc faites bien attention à ces 2 notions. Peut-être Vas-y juste sur Arnaud, si tu celle-là. voulais rajouter quelque chose? Ouais, Ouais. ouais, juste parce que souvent quand on parle de OAuth 2, alors je connais pas votre niveau de maturité dessus, mais on pense à tout ça ensemble. En fait, OAuth 2, normalement, c'est que les autorisations et il s'appuie Mmh. sur OpenID Connect pour l'identification. Donc pour l'authentification et OAuth pour les autorisations. Mmh. Voilà. Et de toute façon, ce que C'est tu viens de dire là, c'est exactement ça. C'est qu'en plus, merci pour la transition, pardon. C'est que là, donc ça, c'est un schéma de chez Microsoft, hein, vous pourrez le retrouver. Ce qui est intéressant ici, comme je vous l'ai dit, c'est que l'au quand vous allez faire une authentification dans Azure AD, vous allez avoir un cheminement de 2. En fait, vous allez avoir, ce qu'on appelle une combinaison de 2 protocoles qui vont, être mergés, d'accord? Vous allez avoir l'OAuth2 qui va arriver en premier, qui va vous faire l'autorisation directement et aussi l'OpenID Connect pour la partie authentification. Et ce sont ces 2 protocoles qui marchent main dans la main, ici. Donc là, du coup, vous avez la partie OpenID Connect. D'ailleurs, j'ai oublié un P ici, qui vous permet, en fait, c'est cette combinaison-là qui vous permet de générer ce qu'on appelle un token JWT. Et vous verrez que dans ce token JWT, on va retrouver pas mal d'informations intéressantes. Donc, on vous fera le deep dive tout à l'heure quand on intégrera l'application. Mais à comprendre, donc OpenID Connect plus OAuth, je vais pouvoir faire de l'authentification plus de l'autorisation. Vraiment important. OK? Sachant qu'après derrière, tu sais, on en parlait Arnaud, on avait les anciens trucs avec du SAML, SAML V2, exactement, voilà, mais exactement. qui marchent pas pareil et en plus de ça, OAuth2 et OpenID Connect, ce sont vraiment des protocoles pour du web, ça marche sur Mmh. du HTTP, c'est porté par du HTTP. C'est là où le OAuth et OpenID Mmh, Connect, en général, ils disent il y a une notion de token. Après, ils vous disent le token, vous pouvez le choisir, hein, soit du JWT, soit du SAML. En c'est règle ça. générale, SAML, c'est plus historique. Il y a une histoire dans la boîte qui fait qu'ils utilisent du SAML. Si vous arrivez dans une boîte où il y a ni l'un ni l'autre, il faut pas se poser de questions, il faut aller vers du JWT, quoi. Voilà, directement. Ça, c'est très important, effectivement. En plus, on en avait parlé d'un fois dans des projets. En plus, c'est marrant parce que là, on vous en parle, mais on le vit chez plein de clients. Là, c'est vraiment un retour d'expérience qu'on vous donne, en fait. Et c'est vrai que JWT au profit de SAML, ça n'a rien à voir, même en termes de sécurité, finalement, quand tu regardes bien, Pour être un peu ça n'a rien à voir. vulgaire, en Ouais. fait, SAML, c'était un peu le XML, pour ceux que ça parle. Là où les JSON Web Token, on est plus dans le JSON, les nouveaux Voilà, dans enfin le les nouveaux, JSON, quoi. C'est ça. les formats actuels, parce que maintenant il y a encore des nouveaux formats qui arrivent dans le futur, mais l'état actuel, c'est vraiment les JSON Web Token. Et donc, ce que je viens de vous montrer,
Donc là, j'essaye vraiment de faire de manière structurée. On vient de voir l'OpenID Connect et l'OAuth qui font ce qu'on appelle une concaténation pour pouvoir donner finalement une authentification. Hem, Vos clients, en fait, les ressources, en fait, pour faire ça, ils s'appuient sur 2 choses très importantes. Ils s'appuient sur ce qu'on appelle les Endpoint Authentication Flow. Donc c'est là, en fait, c'est ça qui permet à l'application derrière, de générer soit la partie autorisation, soit venir générer la partie token, donc là sur la partie bien évidemment V2. Vous remarquerez ici un petit V2 en rouge. Arnaud, je te laisse, dire 2 Ouais, mots. peut-être je te Ça, fais c'est je fais important. peut-être une petite Ouais, remarque avant pour classifier tout le monde, pour être sur le même point d'égalité. C'est-à-dire qu'avec Cephala, il existe plusieurs flux. Donc comme Cephala a très bien expliqué, hein, on utilise 2 protocoles pour, vous authentifier et après vous autoriser, heu, la suite. En fait, il y a un flux pour faire, ces protocoles-là. C'est ce qu'on appelle les flows et il y a différents types de flows, l'implicite, le on behalf, le credential flow. En fait, ça va dépendre du type d'application que vous voulez. Quand vous avez une application qui appelle une autre application, ben, une application, c'est un robot, elle peut pas se saisir d'informations. Donc elle va se loguer d'une certaine manière. Quand c'est un utilisateur avec du web, ben là, il y a un humain, on peut interagir avec lui. Là, on peut faire, bon, les vieilles pratiques, password, c'est pas là, m'engueule pas, ou les MFA, les trucs plus modernes, plus poussés, et cetera. Donc c'est pour ça passwordless qu'il y a surtout, passwordless surtout. voilà, c'est pour ça qu'il y a ces différents flows. Avec Cephala, là, pour simplifier, on est parti sur le flow qu'on utilise le plus souvent dans des applications web de type, Ouais, single page application. C'est-à-dire que vous avez du JavaScript qui va attaquer des API REST derrière, qui s'appelle l'Authorization Code Ground Flow. Donc tout ce qu'on vous dit à partir de maintenant, c'est sur un flux voilà. particulier. Après, quand vous avez fait sur un flux particulier, les autres, c'est pas tellement compliqué. Après, on creuse, la doc de Microsoft est assez bien faite là-dessus, mais voilà. Donc on est sur ce flux, pour des applications de single page, on va se concentrer là-dessus. Mais si chez vous, vous avez des applications de type, un service qui va appeler un autre service, les concepts seront les mêmes. C'est juste les bouts techniques bas niveau, comme dit, Céphala, quand on va ouvrir le capot tout à l'heure, où il y a des choses qui bougeront, mais voilà quoi, les concepts sont les mêmes. Je te rends la main, C'est Céphala. ça. Merci Arnaud pour les Sur la précisions, V2 qui est très important. c'est toujours intéressant et d'ailleurs vous verrez comment configurer le V2, tu sais, dans le manifeste, quand vous allez faire ce qu'on appelle Ouais. vos app registration pour pas se planter parce que nous avec Arnaud, pour la petite histoire, on s'était planté et on avait des résultats qui étaient pas terribles. Bah, la V2, ouais, c'est lié à Mmh, Microsoft. Alors, j'ai pas toute l'histoire, mais en fait, quand vous êtes en V1, il utilise un issuer, donc celui qui vous génère le token. En V2, c'est un autre issuer. Et si vous mélangez V1, V2, vous vous retrouvez avec des tokens générés par l'ancienne génération. Et plus tard, ça posera des problèmes. Il vous dit, votre token, il est pas valide. Donc c'est là où Cephala a raison. Le V2 est très important. et donc là, du coup, pour bien comprendre ce qu'on vient de vous dire avec surtout la partie, code grant comme tu l'as bien expliqué Arnaud. Quand on fait cette authentification flow, en fait, on a en général, pour bien comprendre en termes de on va dire de deep dive, on a en fait ici 4 ressources très importantes et fondamentales pour comprendre l'authentification d'Azure AD d'une application. La première chose, c'est l'autorisation serveur. Ça, c'est votre IDP, c'est classique, c'est votre serveur d'authentification, c'est votre Azure Active Directory, la librairie en fait, derrière qui va vous donner tout ce qu'il faut pour pouvoir vous authentifier. D'accord? Ensuite, vous avez le ressource serveur. Très important, le ressource serveur, c'est l'API, donc c'est l'application back qui, elle, finalement, va pouvoir, en fait, va générer ce qu'on appelle un barrier token, en fait, derrière, qui sera généré, qui utilise surtout un barrier token pour pouvoir, finalement, donner les autorisations, OK, à l'application, à la ressource. Et vous avez ensuite un client. Et le client, attention, c'est pas l'utilisateur. C'est ça souvent, où Arnaud en parlera même mieux que moi, au niveau dev surtout. Nous, au niveau infra, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce client-là, c'est tout simplement l'application, l'App Registration ID qu'on va enregistrer pour qu'elle puisse derrière avoir des droits sur l'API, tout simplement. D'accord? Par contre, l'utilisateur qui va lui se connecter pour pouvoir avoir accès à l'application et donc la consommer, va se retrouver surtout dans la partie ressource owner, en fait. D'accord? Tu peux nous faire un Ouais, petit retour sur la partie client, Arnaud, qui peut aussi être, client d'un ouais. autre truc et cetera? Donc, comme Mmh, l'a expliqué, Cefala, hem, en règle générale, le client, c'est celui qui va appeler une ressource. Donc nous, en tout cas dans le dev, souvent on se dit: «Ben, le client, c'est l'utilisateur». En haute, non, le client, c'est pas l'utilisateur. Le client, c'est la partie technique qui va appeler une ressource. Donc c'est là où, en règle générale, notre front, c'est ça qui va appeler des API REST, donc c'est souvent le front. Et puis après, c'est là où, l'API, c'est le ressource serveur. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, parfois, on a des API
qui appelle d'autres API. Et en fait, à ce moment-là, l'API, elle est à la fois ressource serveur, parce que quelqu'un va pouvoir l'appeler, notamment le front, mais elle appelle, donc elle aussi, c'est un client. Et c'est là où, en fait, le front, le back, vous l'enregistrez comme une app registration, c'est une application, sauf que, il y en a une qui sera qui sera toujours que client parce que le front, personne, enfin, c'est l'utilisateur, c'est le navigateur qui est dessus, mais il y a pas de choses là-dessus. Et là où le ressource serveur va être une API, et puis c'est là où Cephala vous montrera la petite nuance, c'est quand on expose l'API, c'est là où on fait des choses. Il y a un point aussi qui est important à retenir, c'est si vos développeurs vous disent oui, mais ça c'est un peu compliqué parce que pour chaque API, on vous fait une application, pour chaque front, on fait une application. Pourquoi on fait pas juste une application avec juste un ID et puis finalement nos backs et nos Surtout fronts, c'est le pas, même ID, quoi. surtout pas, ouais, surtout pas. Donc voilà, surtout parce que finalement, alors ça fonctionne, mais c'est là où Oui, Cephala sera pas content parce qu'en fait c'est la porte ouverte. On est à l'inverse du zéro trust, de dire on fait confiance à rien et donc on réduit les surfaces d'attaque. Ben là, en fait, tout le monde partage on est tous dans le même point. Donc, à partir du moment où j'ai récupéré un access token, ça c'est pas là, va vous le montrer après. À partir du moment où vous avez récupéré un token, vous accédez à tout. Et en fait, toute votre sécurité, elle sert à rien parce que récupérer un token, alors c'est pas si simple de récupérer un token, mais pour les pirates, c'est pas non plus la mort. Et à partir du moment où ils ont récupéré ça, c'est la porte ouverte à tout, quoi. Donc, on l'a eu fait, enfin je l'ai eu fait, pas Cephala, mais à bannir. Donc bien, si quelqu'un vient vous voir en disant: «Non mais on fait une application, puis nous on aura tous derrière». Non, non, non. Le front, il a son client ID et chaque API derrière a son client ID. On met bien la sécurité partout, quoi. c'est exactement ça. Merci Arnaud et puis de toute façon on va en reparler juste après. Justement derrière dans les barrières tokens en fait, ce petit truc-là, comme je vous l'ai dit, qui se trouve entre l'API, d'accord, et le ressource serveur, vous allez retrouver 3 types donc de tokens. Donc on a l'access token, tu viens d'en parler. Donc l'access token, c'est lui qui va vous permettre de donner l'autorisation, enfin qui va donner l'autorisation à l'application pour pouvoir donner les permissions pour pouvoir se connecter via l'autorisation serveur. Vous avez ensuite l'ID token. Donc lui, justement, c'est cette fameuse, tu te rappelles, je te laisserai en parler aussi, la fameuse Ouais, carte d'identité, d'accord, ouais. pour l'ID token. Et on a ce qu'on appelle le refresh token. Alors, le refresh token, c'est simple. Lui, il vous permet tout simplement de faire un refresh de ces deux tokens pour pouvoir tout simplement garder votre SSO quand vous activez votre SSO, par exemple, sur Azure Active Directory, etc. D'accord? Donc ça, Donc c'est important. c'est important de connaître ces 2 nuances parce que pareil, les développeurs des fois ils vont arriver. Moi la Mmh. première fois que j'ai vu ça, j'ai dit: «Bah, finalement l'ID token c'est pas mal. Pourquoi j'utilise pas l'ID token, quoi?» Et en fait, c'est une très mauvaise pratique. Donc souvent maintenant ce que je dis aux développeurs, en fait, il faut imaginer comme dans la vraie vie, en fait, l'ID token c'est votre carte d'identité. Donc c'est ce qui va décrire un peu votre identité. Si je vous la pique, je me fais passer pour vous partout, quoi. Là où l'access token, en fait, c'est un peu comme une clé. C'est-à-dire que, elle ouvre qu'une porte. Et donc l'idée, c'est de dire, il faut pas baser sa sécurité sur la carte d'identité, parce que ça veut dire qu'à partir du moment où vous l'appliquez, les gens passent partout. Il faut plutôt baser la sécurité sur les access tokens, sur ces clés. Le corollaire de ça, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que je veux rentrer dans une pièce, il faut que j'aille demander un access token. Donc ça, un développeur, ça fait un peu tiquer parce que c'est des coûts réseau. À chaque fois, il faut aller demander à l'IDP, tiens, donne-moi un access token pour aller appeler ce truc-là. Oui, c'est des coûts, mais encore une fois, dans le zéro trust aujourd'hui, alors il y a 20 ans, c'était des coûts qui coûtaient cher en réseau. Aujourd'hui, c'est des coûts qui coûtent plus si cher que ça en réseau. Et donc, par rapport à la surface d'attaque, aujourd'hui, c'est vraiment non, non, on fait la sécurité par l'access token. C'est ce que tu vas transiter sur le réseau, c'est pas l'ID token, c'est l'access token. Si on se fait piquer un access token, ok, le pirate, il a accès à une pièce, pas au reste. Mais si tu te fais piquer ton ID token et qu'on a basé toute notre sécurité sur l'ID token, là, tu te fais piquer ta carte d'identité, alors même s'il y a une date d'expiration, c'est beaucoup plus grave, quoi. Donc l'ID token, c'est une carte d'identité, c'est juste OK, c'est une preuve de je suis bien qui je suis, mais ça s'arrête là. Toute la sécurité, derrière quand on attaque nos API, on la base bien sur les access tokens et donc si vos développeurs vous disent: «Non mais j'ai pas besoin de l'access token, moi j'utilise les ID tokens», mauvais, ça sent mauvais, faut dire: «Non, non, là il y a un problème, faut qu'on regarde, tu peux pas faut pas utiliser l'ID token pour valider tes accès aux ressources».
Et d'ailleurs, de toute façon, si vous vous faites auditer par un vrai pentester, Ouais. il va le voir tout de suite, hein. Donc, ça sert à rien de vouloir, même si parce qu'en fait, c'est ça que les gens comprennent pas. Parce que j'ai eu aussi une réflexion, c'est que j'ai un développeur, il me dit: «Mais de toute façon, je suis sécurisé, je suis sur Azure AD avec la librairie MSL». Oui, tu es sécurisé parce que tu bénéficies de la partie conditional access, la partie sécurité zéro trust et cetera. Mais par contre, en fait, quand j'ouvre le capot, bah, finalement, tu as juste un ID token, tu n'as pas d'access token. Et là, du coup, ça devient un petit peu compliqué. Et n'importe quel pentester au niveau applicatif, je parle bien des pentesters applicatifs, il sera capable, en fait, de le voir et voire même de vous piquer l'ID token. Donc, il faut faire quand même très attention sur cette notion-là. Alors il y a aussi un point, peut-être tu m'arrêtes, hein, s'il je dis des bêtises, mais Mmh. Heu, des fois, les développeurs vont vous dire aussi: «Oui, mais moi, dans le token, j'ai besoin d'informations sur l'utilisateur». Dans l'access token, il y a quelques informations. Alors, il y en a moins que dans l'ID, mais en règle générale, il y a l'UPN, je On va le crois, si je voir dis de pas de toute bêtises, par façon. On défaut. va le Ouais, on va voir, le ouais. voir Mmh. et après, les 2 c'est des tokens JWT, donc on peut rajouter. Après, faut trouver cet équilibre, pas trop rajouter d'infos dans l'access token parce que ce qui est aussi important, ça, on l'a pas dit, ces tokens, ils sont encryptés, mais ils sont lisibles par n'importe qui. C'est de la base 64 en fait. Donc ce qui est dans le token, tout le monde peut le voir. Toute la beauté des tokens en fait, c'est que vous pouvez pas forger un token, n'importe qui peut Mmh. pas le forger. Il y a que Azure AD, qui a sa clé privée qui permet de forger le token. N'importe qui peut le rendre visible, n'importe qui. Donc tout ce qui est dedans, c'est visible. Le seul truc, c'est que comme on utilise la clé publique de Microsoft, il y a que Microsoft qui a pu forger le token. Donc en fait, les informations qui sont dedans, je leur fais confiance parce que c'est Microsoft qui me les a fournis. C'est ça les tokens. Donc, faut faire gaffe aussi dans ces tokens-là, à pas mettre trop d'informations parce que c'est pas crypté. Enfin, n'importe qui peut le lire, quoi. Mais par contre, par rapport aux développeurs, si leur besoin c'est oui, mais moi j'ai besoin d'un identifiant. Dans l'access token, il y a un identifiant. Il n'y a pas besoin d'avoir le l'access token TGT. Je connais pas TGT. TGT, là, on est sur du Kerberos, là. Donc, non, non, Ah, rien à ça, je voir, connais pas. rien à voir, Sébastien, justement. Là, on est plutôt côté Active Directory, mais rien à voir. Mais, alors et d'ailleurs, c'est bien parce que tu parles de ça, parce que je vous montrerai tout à l'heure, effectivement, quand j'arrive sur du J là, vous avez un exemple d'un token JWT, d'accord? Donc après, si vous allez sur jwt.io, effectivement, ici, comme c'est de la base 64, c'est encodé, je vais pouvoir effectivement le décoder et vérifier, en fait, les 3 parties d'un, token JWT. Donc vous avez la partie header, la partie payload et la partie signature et c'est cette fameuse partie signature qui est très importante, mais on en reparlera tout à l'heure, quand je vous ferai la démonstration. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure avec Arnaud, c'est que du coup, pour pouvoir, donc là, on va rentrer un petit peu dans les détails techniques, enfin, dans la démo plutôt. C'est que pour pouvoir ajouter une nouvelle application dans Azure Active Directory pour, bénéficier de l'authentification et utiliser la librairie MSAL, ce qu'on va faire, c'est que, comme on vous l'a dit, on va s'appuyer sur 2 app registration. On va avoir une app registration en front, qui est ici, et on va avoir une app registration en back qu'on va appeler API. Donc vous avez le front, application front par exemple, et vous avez la partie API. Donc la création des app registration, je vous passe les détails, c'est très simple. Vous créez ces 2 trucs. Par contre, il y a quand même des petites notions. C'est là où tout à l'heure Arnaud vous disait qu'on utilisait le code, la partie single page. Donc en fait, je vais vous montrer. Alors, je reviens ici et en fait, vous voyez ici typiquement, donc là, j'ai mes 2 apps, d'accord? Donc là, j'ai l'app API et j'ai l'app front. Donc là, sur l'app front, si je vais dessus, dans la partie authentification, ce qui est très important, c'est ça. C'est que là, vous avez les types de plateformes d'authentification. D'ailleurs, la bonne pratique, c'est il faut utiliser vraiment ce que vous utilisez. Ça fait partie de la doc 013 que j'ai pu, pas mal creuser chez Microsoft. En gros, si vous êtes sur, que des applications iOS, et cetera, ça sert à rien de faire du web page ou single page. En fait, partez directement sur la plateforme qui vous concerne. Si c'est limité, bien évidemment. Et nous, aujourd'hui, on est sur de la single page par rapport à ce que disait Hervé. D'accord? Donc ici, on a, tout simplement un redirect ARI, en fait, pour faire de la redirection, pour lui faire dire quelque chose, en fait, hein, pour voir que ça fonctionne. OK? Et ensuite, on a surtout ce qui est très important, ici, la partie API permission. Et dans la partie API permission, regardez ici, je vais donc sur ce front, bah, en fait, je vais appeler l'API que j'ai créé, qui est dans le back, et je vais lui dire, bah tiens, je te donne un accès délégué sur mon front. OK? C'est ça qui va faire que
si je reviens sur ce PowerPoint, je pourrais être pédagogue, en fait, c'est ça qui va faire en sorte qu'elle va pouvoir avoir une relation avec cette application. OK? Ça, c'est important, donc ça marche par des API permission. Donc je reviens ici, malgré que j'ai 2 écrans, je galère toujours. OK. Donc ça, c'est la première chose. Ouais, peut-être juste, je fais pendant que tu es dessus, Ouais, aussi une petite remarque, vous verrez qu'il y a aussi il y a l'API permission par défaut sur Graph. Faut la laisser en fait, c'est ce qui permet oui, à donc tout à Graph, fait, oui. quand on a besoin d'informations par rapport au user, donc pour faire l'ID token, il va appeler Graph derrière, donc il a besoin d'accéder à ça. Si vous supprimez ça, heu, on n'a pas testé, Ça mais va je pas pense marcher. qu'après Ouais. il a du mal à faire l'ID token ou des choses comme ça. Donc ça normalement, Mmh. c'est par défaut et il faut le garder. Et ce qui est très important quand vous faites ça, c'est bien sûr faire un consent pour tout le tenant. Tu te rappelles, Arnaud, on avait eu des problèmes là-dessus, afin que quand les utilisateurs vont se connecter à chaque fois, on ne va pas leur demander le consent, d'accord? Ouais, Et ouais, je vous ouais. rappelle, là, du coup, on est sur de l'infra. Rapidement, si je vais ici, si je vais sur Enterprise Application et je vais dans Consent et Permission, je vous rappelle que votre configuration elle doit être comme ça, hein. Je veux surtout pas voir ça ou ça. Attention, très dangereux, surtout pour ce qu'on appelle du phishing haute, c'est-à-dire des applications qui vont être enregistrées dans votre Azure AD et qui vont se donner des droits en mode un petit peu backdoor. Donc faites très attention à ça. Donc le consent doit toujours venir des admins. Bien évidemment, vous faites votre workflow ici, s'il veut bien. Vous définissez votre workflow ici et c'est comme ça que ça doit jouer, d'accord? Ou alors vous, admin, vous faites un consentement comme moi je l'ai fait ici avec Arnaud, c'est-à-dire que cette application est consentie pour tout le tenant, pour tous les utilisateurs. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit derrière sur la partie authentification. Finalement, sur le front, c'est tout ce qu'il y a à faire, d'accord, pour l'instant. Vas-y Arnaud, si tu voulais rajouter quelque C'est chose. ouais, ouais, c'est important tout ce que tu dis parce que il faut savoir que OAuth, en fait, à la base, il a été fait pas pour les entreprises, il a été fait pour internet, il a été fait pour la sécurité Oui, distribuée. Il a été fait pour, Facebook, ces données lui appartiennent pas, elles appartiennent à l'utilisateur et on veut demander l'autorisation à l'utilisateur. Là où nous, dans les entreprises, en règle générale, la donnée, elle appartient pas à l'utilisateur, à l'employé, elle appartient à l'entreprise, quoi. Et donc c'est là où, ce que vous montrent ces là c'est alors j'allais dire c'est pour tordre, c'est pas pour tordre, c'est pour adapter, les mécanismes d'eau haute qui ont été prévus à la base plutôt pour le web, aux contraintes de l'entreprise et pas que vos utilisateurs, on leur demande: «Est-ce que tu veux accéder à l'application?» L'utilisateur, à partir du moment où on lui a donné l'accès à l'application, il n'a pas besoin de dire: «Oui, je veux pouvoir accéder aux données de l'application», qui en plus ne sont pas forcément ses données et cetera, quoi. Donc c'est là où des fois c'est au début, c'est pas forcément facile à bien comprendre, mais avec le temps ça on comprend mieux et c'est là où il faut bien comprendre d'où vient Auth. Le Auth vient du web, quoi. et pour faire la version 2, très important, comme on en parlait tout à l'heure, sur la partie Access Token Accepted Version, donc sur la partie V2, c'est dans le manifeste de l'application, venir ici mettre un 2 ici, puisque par défaut, c'est en 1. Faites très attention à cette petite valeur qui est très importante. Donc finalement, le front, vous avez vu, c'est pas très Ça compliqué. Ouais, c'est fallait juste ça va être Ouais. simple. Si vous oubliez de le faire, vous aurez un message d'erreur après qui vous dira, que votre issuer est pas le bon et en règle Mmh, générale, ça, quand on a ce type d'erreur-là, c'est on a oublié dans le manifeste de mettre la version 2. tout à fait, ouais, tout à fait. Donc là, pensez-y, c'est très important. Donc sur l'app front, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc je reviens ici juste pour la pédagogie. Donc je viens de faire cette partie-là, d'accord? Ici. Alors, bien évidemment, après, je vous vois venir ceux qui font de l'Azure AD, vous allez me dire: «Oui, mais comment je fais ensuite pour les autorisations?» Pour les autorisations, c'est simple. Je repars sur Enterprise App ici, du coup, je prends mon front qui va être, là et bien évidemment, ça, vous savez faire, on donne les droits aux utilisateurs qui ont le droit de se connecter sur l'application, d'accord? Ici et bien évidemment, pensez à faire ceci. Assignment required, là, c'est un non chez moi parce que c'est pour faire des tests. Ce qui est très important, c'est que si vous le passez à yes, là, vous serez obligé de mettre les gens dans user and group. Sinon, par défaut, les gens ne le savent pas, mais enfin, pas beaucoup de chance, c'est que par défaut, du coup, tous les gens sous-jacents à votre Azure AD peuvent se connecter à l'application, hein. Donc, faites très attention. Donc, l'assign required ici, très, très, très important. Alors après, vous aurez pu le bloquer par les conditional access, mais c'est pas top. Vaut mieux le gérer ici à la source. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est la partie app. Front. Maintenant, la partie back, je vais revenir sur les app registration et la partie front, c'est là où ça back, c'est là où ça devient intéressant, donc l'API. On va retrouver
la même chose ici, single page avec la même URI pour la partie redirection, donc là, il y a pas de secret. La partie token configuration, donc là, dans le token, c'est-à-dire que quels sont les claims que je vais retrouver dans mon token. Et là, regardez ce qui est très important, donc j'ai le mail, le given name et l'UPN, d'accord? Et je vais vous en parler tout à l'heure sur la vulnérabilité qui a été découverte sur la partie N-Auth. Ce qui est très important, c'est que pour l'authentification primaire, il ne faut pas utiliser la partie email. C'est très important, on en parlera après. Bien évidemment, après, vous pouvez aussi rajouter comment dirais-je, d'autres claims. Et comme le disait Arnaud, mettez-en pas trop, parce que comme je vous l'ai dit, ça se décode facilement et finalement, bah, vous avez toutes les informations. D'accord? Donc faites très attention là-dessus. En général, cela suffise pour une application classique. C'est-à-dire que tu, tu me diras, Arnaud, si je me Ouais, trompe, mais à chaque ouais, fois ouais. qu'on a fait des intégrations, on n'a Mmh. pas dû toucher à des options de claim parce que finalement, ça suffit largement. Non, Alors, non, et si là-dessus. si le au niveau des développeurs, s'ils ont besoin de plus, à Mmh, ce moment-là, c'est à eux d'appeler l'API Graph et puis de demander des autorisations pour dire, voilà. «Est-ce que mon Mmh. API a le droit d'aller chercher ce type de données?» et cetera, quoi. Ça, c'est important. Après, dans l'API permission, là, c'est pareil, on va devoir faire des petites choses, ici, comme vous pouvez le voir. Et là-dedans, par contre, dans Graph, bah, je vais lui dire qu'effectivement, j'aille voir le mail, le profil et les URI. Donc ça, c'est le truc par défaut. Par contre, la partie profil, afin que je puisse bénéficier de toute la vue de l'utilisateur quand je vais pouvoir l'authentifier. Donc j'en ai besoin, c'est vraiment important. Bien sûr, j'oublie pas de faire le consent pour tout le tenant. Et là où ça devient intéressant, c'est l'exposition de l'API, ici. Et donc c'est là, en fait, je suis obligé, si vous voulez, de faire ce qu'on appelle, et donc c'est là, c'est pareil, hein, c'est ce qui va pouvoir consentir. Donc finalement, pour consentir les droits, en fait, que l'application API va venir piocher, vous savez, par API Graph dans mon application, vous avez remarqué, quand vous installez une appli, ça vous dit, est-ce que vous autorisez ces types de droits sur votre Azure AD et vous cliquez sur Accept. Là, pour l'infra, en général, vous savez de quoi je parle. Donc là, ici, on le met surtout sur admin only parce que c'est l'admin qui va pouvoir le gérer. Et là, ici, en termes de scope, comme vous pouvez le voir, bah là, en fait, je vais scoper tout simplement ceci afin qu'elle puisse être exposée quand l'utilisateur va s'authentifier, tout simplement. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Arnaud, ou des bonnes Peut-être pratiques. juste ouais, par rapport à, du coup, Voilà. à cette notion de Mmh. scope, parce que des fois, c'est aussi les questions qu'on nous pose souvent, c'est quoi la différence entre un scope et un rôle et cetera? Oui, on Bah, n'utilise ça pas les rôles pour info ici, tu vois? Typiquement, les rôles, on ne les utilise pas. Voilà, pour ouais. info. Voilà. Donc Je te ça, laisse poursuivre. c'est aussi lié justement à l'historique du OAuth où en fait les données appartiennent aux ressources owners et cetera. Là où dans l'entreprise, en règle générale, les données appartiennent à l'entreprise. Donc le scope, c'est pas un rôle, c'est, l'utilisateur, est-ce qu'on il donne l'autorisation à l'application d'accéder à ces données, quoi. Donc nous, en règle générale, ce qu'on fait avec ces FALA, c'est plutôt de juste le scope, on l'utilise pour est-ce que l'utilisateur enfin l'application a accès à l'API et après la notion de rôle à proprement parler, là ce qu'on dit c'est plutôt, c'est la stratégie avec le développement et l'infra de trouver ce bon équilibre. Alors ça dépend beaucoup des clients. Il y a des clients où ils veulent que toute cette gestion, d'autorisation très, très fine, elle soit plutôt au niveau de l'AD. Donc là, ben, OK, faites des rôles au niveau de l'AD. Mais en général, ce qu'on recommande plutôt parce que ça après ça complexifie le boulot de l'infra, c'est-à-dire que l'infra connaît tous les règles métiers, enfin tous les rôles métiers, ce qui est impossible, dans les grosses boîtes. Donc en règle générale, on dit plutôt non, mais gérer les rôles plutôt côté applicatif. Et là, on donne ça aux développeurs en disant la gestion des rôles, c'est chez vous. Ce qu'on fait côté infra, c'est qu'on utilise juste le scope pour savoir est-ce qu'il accède ou pas, est-ce qu'il a le droit d'accéder ou pas à la ressource. Après, dans la ressource, la granularité plus fine des autorisations par rapport à des fonctionnalités métiers, type back à back, ça dépend plus de la stratégie de l'architecture d'entreprise, principe d'architecture, etc., etc. Donc là, ce qu'on vous montre, nous, c'est un parti pris souvent qu'on recommande en disant côté infra, on va juste gérer l'accès ou pas à la ressource. Et là, c'est avec ce scope-là. Si vous voulez des rôles plus fins, des choses comme ça va dépendre encore une fois, de la stratégie sécuritaire. Où est-ce qu'on la met, plutôt infra, plutôt dev, plutôt. Enfin, et ça, c'est plutôt de l'urbanisation. Merci Arnaud. Et une fois que j'ai fait ça, bien sûr ici pareil, j'oublie pas mon manifeste ici, hein, ça se fait aussi des 2 côtés. Je vais pouvoir donc maintenant, hem, on va dire, ouvrir un peu le capot et simuler en fait ces deux phases. Donc là, en fait, on a fini, d'accord, pour la partie intégration. Alors, bien évidemment, normalement après les développeurs doivent venir avec un framework et tout et puis faire toute sa machine, on va dire sa petite machinerie, d'accord? Mais ça, Arnaud nous le On le montrera, fera dans un autre webinaire, ouais. on le fera dans un autre webinaire où vous verrez, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et donc nous, par contre, côté infra, ce qu'on va pouvoir faire,
c'est parce que là, du coup, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Arnaud sur cette partie-là. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais simuler, en fait, une authentification Azure AD avec ce que je viens de créer. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc là, je vais vous montrer le PowerPoint déjà, ce sera plus simple. Ici, alors c'est là. Donc ici, en fait, avec ce petit bout de code ici, en fait, on va pouvoir simuler, si vous voulez, l'authentification. Donc pour ça, on a donc le HTTP login.microsoft.com, on a le tenant ID. Rappelez-vous, ça c'est les fameux endpoints, hein. C'est pour ça que je vous ai présenté au début. Ça, c'est les fameux endpoints pour faire la partie autorisation pour générer le token. Donc là, je mets mon tenant ID. Là, je vais mettre l'ID de mon application front, donc le client ID de l'application front ici. Ensuite, ici, je vais mettre ce qu'on appelle ici, alors, je me rappelle plus exactement attendez, je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Comme ça, en fait, vous verrez exactement ce que je dis. Voilà, ici, en fait, on va mettre ce qu'on appelle ici un code challenge, d'accord? Que vous pouvez voir ici. Donc là, en fait, ça, c'est ce qui permet de signer, hein. C'est ce qui permet de signer le token. Qu'on va mettre ici, d'accord? Et en général, quand on va lancer ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va nous simuler, en fait, une authentification Azure AD et derrière, ça va nous générer le token qu'on doit avoir. Donc, on va faire l'exemple ensemble. Donc là, du coup, on ouvre le capot tranquillement, OK? Et donc là, normalement, les infos sont bonnes. Alors peut-être que j'aurais besoin de refaire comment on appelle ça? Challenge? Non? Mon challenge, on va voir, ouais, on va voir si j'aurai Essaye, parce que le truc normalement, ou pas. ça a Ouais, une durée de vie assez, normalement assez longue, mais on va voir. ouais, ouais. Et ce que j'ai pas dit effectivement, excusez-moi, back, donc le back il est là. Ici, là, j'ai mon back et je dois surtout mettre mon scope. Donc regardez mon scope ici, il s'appelle STC App API et bien évidemment, si je reviens sur hop, parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein, quand je reviens ici, regardez mon scope, il s'appelle bien que j'ai exposé, il s'appelle bien STC App API, d'accord, .access, OK? Donc je vais mettre ce client ID, d'accord, point, donc le scope. Donc je vais faire une concaténation, donc comme on peut le voir ici, d'accord, enfin slash ici, d'accord? Et ici, je vais mettre mon challenge. Là, normalement, j'aurais pas de souci. Donc je vais faire la démo avec vous. Donc je vais prendre ça, cette chaîne ici. Je vais ouvrir un navigateur en privé parce que sinon ça va être le bordel avec la partie authentification. Je colle ça en fait dans le navigateur, d'accord? Et regardez ici, ça va tout de suite m'authentifier sur mon Azure Active Directory. Enfin, ça va me proposer en fait l'authentification sur mon Azure AD. Donc, alors là, il faut que je prenne l'utilisateur par contre. Attendez, parce que je me Donc rappelle jamais. ce que fait Cefala en fait, c'est normalement Ouais, vas-y c'est ce Arnaud, ouais. que fait le client, web, donc avec Voilà, les frameworks, MSAL et cetera. Bah, MSAL quand il détecte qu'il faut s'authentifier, en fait, il appelle cette URL. Donc en fait, Cefala a bypassé le framework et appelle directement l'URL qui lui permet de l'URL, ouais. s'authentifier, quoi. Voilà, donc là, je mets mon utilisateur. Bien évidemment, bon, bon là, j'ai pas de passwordless, j'ai rien, mais bien sûr, ça marcherait. J'ai mon MFA, hein, tranquillement, ça fonctionne, hein. Il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas parce que, bah, en fait, rappelez-vous, là, je fais appel à MSAL et je bénéficie de toute la stack Azure AD en termes de sécurité. Là, pour les infras, là, vous comprenez très bien ce que je veux dire. D'accord? Donc j'ai mon MFA. Et derrière, normalement, il va me renvoyer sur voilà, un code erreur localhost, forcément, parce que mon URL, elle renvoie vers un localhost, c'est pour faire des tests. OK? Ouais, je fais juste peut-être une Vas-y parenthèse sur Arnaud. le localhost. Donc, Cefala tout Ouais, à l'heure vous l'a montré dans la configuration, il y avait le redirect URL où il y avait ce localhost. Donc, en développement, on fait souvent ça avec le localhost. Donc là, comme lui, il a rien qui tourne sur sa machine, ça lui c'est redirige sur ça. sa machine sur Voilà, le localhost, qui 1200, sauf qu'il a rien, donc il a une erreur, mais n'empêche que l'URL en haut, il a toutes les informations. voilà. Donc là, je Attention, vais attention, ouais, cette pratique du localhost, très mauvaise. Alors pour la démo, on le fait, c'est beaucoup plus facile. Là où il faut faire gaffe, c'est que des fois, bah, en dev, on met le localhost et puis, passage en prod, on oublie. Ça veut dire qu'un pirate, s'il met le localhost ah bah, chez ouais. lui, il arrive chez lui, quoi. Donc localhost, c'est dans les environnements de dev, parce que les développeurs, ils aiment bien parce que sur leur machine, ça leur permet de travailler sur leur machine. Mais au-delà de l'environnement de dev, pas de localhost, on met pas de localhost dans les URL redirect, quoi. Très, très important. Donc ce que je viens de faire maintenant, merci Arnaud pour les précisions. Ce que je fais, c'est que, bah, je prends cette chaîne ici, je fais un contrôle A, contrôle C,
et CTRL-V, je la copie ici, d'accord? Et donc là-dedans, ce qui m'intéresse, moi, pour récupérer mon access token, je vous ai parlé tout à l'heure de l'access token et l'ID token et le refresh token, mais là, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'access token. Je vais prendre ça, ici, donc à partir du code, là, jusqu'à la partie, ici, jusqu'à l'hyperluette ici, donc les commerciales. Donc cette partie-là, en fait, d'accord? Et c'est ce fameux, ici, en fait, ça, c'est ma base 64, en fait, d'accord? De mon JWT, de mon token JWT, que je vais de ce pas venir ici, Non, non, copier-coller non, il ici. faut que tu Ah mettes dans pardon, non, non, oublié oui, oui, le non, non, j'ai oublié une tu étape oublié, importante. ouais. Ouais, c'est parce Parce qu'en qu'en fait, fait, c'était là, c'est pas tant ton token, c'est ça, il est c'est un encodé code encore. Ouais, exactement. C'est ouais. l'intérêt de ce flux-là, c'est qu'en fait, il est fait en 2 étapes. Une première récupère ce code et puis du coup, après, il va faire une deuxième et c'est pour ça que Stéphane vous a parlé du code de challenge. Ce qui permet en fait, si un pirate intercepte au milieu, OK, il a une requête, mais il est pas capable de Mais tout il pourra rejouer parce qu'il pas, il faut exactement. qu'il ait un Ouais, secret que vous avez et cetera et cetera. ouais. Donc c'est l'avantage de le faire en 2 étapes comme ça. C'est encore une fois, c'est cette notion de sécurité où s'il y a un man in the middle qui récupère quelque chose, il récupère quelque chose, mais comme il a pas tout, il peut pas, quoi. Donc là, Et en tu fait, voilà. ouais, et en fait, c'est vrai que là, je suis allé trop vite par rapport à l'étape parce que je l'avais devant les yeux. C'est qu'effectivement, le code que je récupère, j'ai besoin en fait de le décoder pour ensuite ressortir un token JWT. C'est surtout ça. Et donc ici, vous avez Postman. Alors bon, on vous passera les détails, mais en fait, vous avez plein de champs à remplir pour pouvoir finalement faire Simuler. sortir un JWT, voilà, faire sortir et simuler un token JWT. En fait, là, vous avez le client ID de l'application, donc c'est le front. Vous avez le client ID et le scope du back, comme vous pouvez le voir ici. Et là, vous avez le code que je viens de copier. Vous voyez, je reviens ici vite fait pour être pédagogue encore. Ça, c'est important. C'est le code que j'ai copié ici, effectivement, que j'ai récupéré de mon local host, donc la mauvaise pratique que j'ai fait pour les tests de la redirection, ici, que j'ai récupéré, que je vais coller ici. D'accord? Ensuite, là, vous avez le local host ici, l'URL de redirection. Vous avez l'autorization code, donc ça, il faut le laisser comme ça fonctionne comme ça. Et ici, très important, c'est le code vérifier. C'est ça qui permet, ce que tu disais Arnaud tout à l'heure, s'il y a un middle, en fait, c'est ça qui nous permet justement de sécuriser tout ça. Okay, donc normalement, c'est script sur scène. Alors normalement, ça doit marcher. On va voir si j'ai pas d'erreur. Non, ça fonctionne. Et donc là, maintenant, vous voyez ici, ça m'a généré 2 tokens. Donc là, j'ai le refresh token ici. Et celui-là, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'importe, c'est celui-là. C'est l'access token. D'accord? Alors attends parce que Donc la je vois pas question, très bien c'est sur mon est-ce que c'est écran. bien la bonne clé pour accéder à Voilà. l'API que Stéphane vous a montré? Et donc maintenant, effectivement, maintenant que j'ai mon access token, je vais pouvoir aller, donc là, il est encodé, hein, encore. Je vais pouvoir aller ici sur mon, mon jwt.io là, ici, et en fait, je le copie là. D'accord? Et en fait, en le copiant, du coup, vous voyez que je récupère pas mal d'informations sur justement, mon utilisateur qui s'est connecté à mon application. Et ce qui est important, très, très important, ce que je vais récolter, en fait, vous allez les ID du token Donc du tenant, vous avez pardon, voilà qui est le là. 1er l'audience. Voilà. L'audience, c'est Vous la avez cible. l'audience, ouais. Donc c'est Vas-y Arnaud, normalement c'est vas-y, ouais. le ouais, Ouais. l'audience, c'est la cible, donc normalement c'est l'ID de la ressource que vous voulez aller récupérer. Alors, ouais, le code vérifieur, je te réponds après. Donc après Ouais, l'issuer, ouais. c'est quel est l'issuer? Donc c'est là où, le V2 est très importante, parce que quand vous avez V2, c'est bien le login Microsoft 9.com qui est l'issuer. Si vous mettez pas V2, en fait, ce claim, c'est pas le même et c'est là où le token, il est pas valide. OK. Voilà, Tu vas m'envoyer le le code lien pour le code vérifieur, vérifieur, voilà, ouais. En fait, ici. c'est quelque chose qu'on générise, donc qu'on génère, Voilà. pardon. Donc on Mmh. a un challenge et il y a le code vérifieur et puis, on commence par l'un et puis je nous génère l'autre et puis après, c'est ça qui nous permet de comme on connaît, l'un et l'autre, c'est ça qui nous Mmh. permet de générer enfin qui ça je passe les détails. Ouais. Et d'ailleurs, juste pour être pédagogue, comment je les ai copiés dans la première simulation quand j'ai ouvert le capot, à la place d'une vraie application, c'est qu'ici, le challenge, il est là. Vous voyez ici le challenge, il va jusqu'ici. Je vais le mettre en vert, ce challenge-là, et ce challenge-là, bien évidemment, je le retrouve ici. Il est là, en fait, c'est mon code challenge, d'accord? Ici. Ensuite, le code vérifieur, celui-là, je le prends et je le mets ici dans Postman, ici, code vérifieur. OK? Et ce qui fait que quand je vais m'authentifier, forcément, ça va, en fait, ça va Lui, se, il va on va dire, s'assurer se quantifier, s'assurer, et ça va être
faire que c'est lui en fait qui s'est C'est ça. authentifié. C'est de la crypto, Mmh, asymétrique qui fait que quand on en a l'un, on arrive à recalculer l'autre et puis du coup, en fait, Azure quand il a les 2, il dit: «Ah les 2 matchent bien donc c'est bien la même personne, quoi». Donc ça veut dire que le voilà. pirate, il faut qu'il récupère les 2 requêtes et qu'il les fasse matcher ensemble s'il veut faire quelque chose. Ce qui est déjà plus difficile que d'intercepter qu'une seule, Mmh. quoi. Donc là, je vous Et montre du un coup, peu. tu Vas-y, veux vas-y qu'on Arnaud. regarde aussi le token, finir le token? Ouais, justement. Là, je parlais justement là, je vous l'ai mis, en slide comme ça, si vous voulez lire à tête reposée, vous avez les slides du postman et le token ici, le code et la partie vérification, l'access token ici, d'accord? Et ici, vous avez donc le token JWT et token JWT, vous avez 3 parties. Vous avez le header, le payload et la signature. Donc la signature, on vient d'en parler. Le payload, lui, ici, comme on en parlait tout à l'heure, Arnaud, il contient pas mal d'informations sur l'utilisateur, donc via ce que vous avez mis dans les claims, d'accord? Et il y a aussi le tenant ID du client, du tenant, il y a les emails, il y a pas mal de choses. La Comme date vous pouvez le voir aussi d'expiration ici, et puis on voilà, c'est verra ça. peut-être la prochaine fois ceux qui sont très importants par rapport à la sécurité pour invalider le token. Peut-être qu'on en reparlera la prochaine fois, je sais pas si on a assez le temps Oui. là. Et en plus, ce qui est bien, du coup là, ça va me faire aussi une petite transition pour nos amis qui aiment bien le B2B. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'est une autre image. Là, vous voyez EXT, donc ça veut dire que c'est un compte guest. Bien évidemment, ce que je vous montre là, si je reviens sur, ici, ce que je vous montre là, je peux le simuler avec n'importe quel compte du moment qu'il est autorisé dans Azure AD. C'est-à-dire, rappelez-vous, j'ai commencé par là, c'est la base. Soit c'est un compte standard, War on School, soit c'est un compte B2B, soit c'est un compte B2C. Donc ces 3 types de comptes fonctionnent sur ce type-là parce que sinon forcément ça n'a pas de sens. Donc forcément, derrière ici, vous voyez que même quand vous avez un guest qui vient d'un autre tenant en mode B2B, ça fonctionne très bien ici. D'accord? Et d'ailleurs, en plus, là, je vous le mets, c'est plutôt pour la partie sécurité, les 9 points de contrôle pour les guest access, donc c'est-à-dire que quand vous déployez une application, d'ailleurs, Arnaud, tu te rappelles, on a eu ce cas-là. On a développé une application pour un client, d'accord? Le client, c'est lui qui utilise l'application. Très bien. Maintenant, après, il nous a dit, ah, mais moi, j'ai des partenaires qui souhaitent accéder à mon application. OK, bon. Par contre, je veux qu'ils viennent avec leur propre compte. Bah, forcément, B2B, cross-tenant, on a fait les dernières technologies en termes de sécurité, ça je vous les ai déjà présenté, et ça fonctionne. Par contre, en termes de sécu, ça vous exclut pas de faire tout ce que je vous dis depuis 5 ans. Zero Trust, j'en parle depuis 5 ans maintenant sur partout. Et cette partie est très importante, donc la partie MFA, le dynamic group, le hardening au niveau des applications, le terme fuse. En fait, tout fonctionne de ce que vous connaissez en conditional access avec ce que je viens de vous montrer avec Arnaud sur cette partie machinerie, code qu'on a. En fait, on a ouvert le capot et on vous a montré ce qu'il y avait dedans. D'accord? Ça, en fait, vous ne le voyez pas. Quand vous vous connectez à Teams, en fait, Teams derrière, il enclenche tous ces trucs-là. Sauf que vous ne le voyez pas parce que ça, c'est vraiment quelque chose. Là, on est vraiment dans le deep dive on va dire, du système. OK? Je sais pas, Arnaud, si tu voulais rajouter quelque chose, Non, par non, rapport à ça? OK. pour moi c'est clair. Après OK. Et donc, comme on en parlait, là, l'application, une fois qu'elle est rachetée dans Azure AD, vous vous rappelez, en fait, que je l'ai toujours dit, hein, et puis en fait, c'est pas moi qui le dis, d'ailleurs, c'est même les études, c'est que quand vous faites une stratégie de sécurité, quand vous faites une stratégie Zero Trust, en général, la première chose sur lesquelles vous devez vous baser, le premier pilier, c'est l'identité. Donc c'est pour ça que une fois que vous avez rajouté vos applications développées in-house dans Azure Active Directory, vous allez pouvoir ici bénéficier, bien évidemment, du Zero Trust. Et ça, ce slide, je le mettrai tous les jours, tout le temps, parce que c'est très important. Parce que derrière, on va pouvoir baser notre étude, baser notre stratégie sur ces 3 fameux piliers, à savoir la vérification explicite. Donc la vérification explicite, c'est ce que je viens de faire finalement. C'est l'autorisation, c'est l'authentification, c'est vérifier qu'il vient d'un compte spécifique trusté, c'est vérifier qu'il vient d'une machine, par exemple, sécurisée. Typiquement, si c'est un guest, OK, si c'est un guest par exemple, bah, rien m'empêche ici de faire ce qu'on appelle du cross tenant et de venir lui dire: «OK, tu veux bien, je vais pouvoir te laisser te connecter à mon application avec ton compte Azure Active Directory qui vient de l'extérieur. Par contre, dans les claims, au niveau du token, je vais demander ici, donc ce qu'on appelle dans le inbound access, dans le trust settings ici, d'accord? Je vais demander que tu aies une machine hybride Join ou Intune, d'accord? Et aussi que tu viennes avec ton propre MFA, c'est-à-dire que le MFA doit venir du claim de l'Azure AD qui est en collaboration avec moi.
c'est pas à moi de gérer ton MFA. Donc ça, c'est intéressant. D'accord? Donc on est aussi capable de faire ça. Donc finalement, tout ce que je vous ai montré, ça n'empêche pas de faire le Zero Trust. Ensuite, le vérification list privilege access, ça vous connaissez, c'est le moindre privilège, c'est-à-dire on donne le moins d'accès possible et surtout on donne des accès admin de manière temporaire dans le temps, c'est très important. Et le assume breach, de toute façon, qui que vous soyez, vous allez toujours être attaqué, vous allez toujours avoir des logs. Donc ce qui est très important, c'est surtout la stratégie que vous allez devoir adopter pour gérer vos logs, monitorer et gérer vos audits. D'accord. Donc ça, c'est important. C'est le Zero Trust en 3 minutes. Je viens de le réexpliquer, mais très important dans ce cadre-là, quand vous intégrez des applications, pensez-y même quand vous faites du code, finalement. Arnaud le fait aussi. Plein de développeurs ne le font pas par contre, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité un peu à la sécurité. Mais normalement, nous, infra, on est là pour être un peu les casse-bonbons, pour apporter, on va dire, cette valeur ajoutée, si je puis dire. D'accord? Arnaud, vas-y, si Non, non, tu. non, Ouais, rien à ok. rajouter. Et donc tout ce que je viens de vous expliquer, en fait, ça s'appuie sur un schéma finalement, c'est l'AD signal, la vérification et l'accès contrôle. Donc j'ai un signal, je vérifie, je donne l'accès ou pas. Donc vraiment, le mot never trust, always verify, c'est vraiment quelque chose de très important et qui doit être en fait un mindset dans toute intégration, soit application développée in-house, soit application SaaS que vous utilisez sur Internet, soit des applications que vous achetez on-prem et que vous souhaitez mettre dans Azure AD, typiquement avec ce qu'on appelle l'Azure Application Proxy. Je vous rappelle qu'il y a cette possibilité-là aussi. Rappelez-vous, si par exemple vous avez un SharePoint on-prem et que vous souhaitez l'intégrer dans Azure AD, vous avez la possibilité d'utiliser l'Azure AD application proxy pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire qu'on va proxifier des requêtes Kerberos et aller dans Azure Active Directory pour pouvoir authentifier et profiter de la librairie MSL de Azure Active Directory. Ok. Et pour finir, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est la fameuse, on va dire, la fameuse brèche, la fameuse vulnérabilité qui a été découverte avec le N-Auth. En fait, on s'est rendu compte que quand les gens, les utilisateurs utilisaient comme moyen d'authentification principal l'attribut email, en fait, cet email peut être changé par un attaquant sans qu'il y ait une vérification derrière par le token ou l'application. C'est ça qui est dangereux, en fait. C'est pas tant d'utiliser l'email, en fait. On s'en fout que ce soit un email ou autre. Le problème, c'est quand l'attaquant va le changer, il va s'authentifier avec son propre mail. Malheureusement, en fait, il n'y a pas de vérification. Donc, ce qui fait qu'il peut mettre n'importe quel mail s'il arrive à rentrer sur l'appli. Hein, attention, là, on parle quand même d'attaquants. C'est une attaque qui est assez difficile quand même. Hein, d'accord, mais ça reste quand même une brèche. Voilà, vas-y, Arnaud. Ce qui est En important. fait, mais ça, peut-être qu'on remontera plus ces faits-là, concrètement Quand quand tu on va feras ton regarder la dev, oui. caté Oui. back. C'est-à-dire qu'en fait, l'attaquant là, il arrive à se forger, en fait, il arrive à avoir un compte chez Azure, donc c'est bien Microsoft qui lui forge un Mmh. token et dans ce token, il arrive à mettre le mail de la victime La et en victime, en fait, fait. Oui. c'est là où côté dev, si c'est mal fait, en fait, ben, on vérifie: «Ah, c'est bien Microsoft qui nous donne un token». Ben, si Microsoft lui a donné un token et qu'il est bien chez nous, bon, ben, ça doit passer et parce que moi, je me base que sur le mail et le mail, il est bon, donc je laisse passer et ça, c'est des fautes côté, back donc ça veut dire que chez vous, vous avez bien fait le boulot, mais côté dev et ben, il y a cette faille-là et c'est là où avec ces failles-là, nous, c'est ce on dit souvent à nos clients, c'est là où on pousse aussi cette culture dev ops, c'est il faut que les gars, on travaille ensemble pour vraiment tout couvrir. Parce que si côté infra, vous avez fait un boulot de monstre pour être, super sécure, mais que côté dev, on a travaillé comme des cochons et qu'il y a cette faille-là, bah, là, tout le boulot que vous avez fait, il a servi à rien à cause de ça, quoi. C'est ça et c'est très important justement, aussi de sensibiliser les développeurs en fait dans ce genre de pratiques, et on verra de toute façon les bonnes pratiques que donne Microsoft ici. Bon déjà, tout ce qui est infra, donc on a déjà le CAE, donc le Continuous Evaluation, vous savez qui est Continuous Access Evaluation qui est intégré dans Azure AD, mais ça vous ne sauvera pas. Attention, très important. On peut se protéger un petit peu avec les conditional access, et le list privilege, mais donc ça c'est à mettre en place. Par contre, ce qui est très important, c'est vraiment en fait vérifier ces trucs-là et surtout mettre dans votre code parce qu'en fait j'ai vu qu'on pouvait vérifier quand même le mail, mais il faut le coder, il faut le hard coder. Et donc du coup c'est à vous aussi en tant qu'infra. C'est pour ça que je vous dis ces sujets ils sont importants parce que si vous les connaissez pas et que vous vous contentez que de la surface de l'infra, bah en fait on peut pas aller challenger un développeur pour lui dire lui il va faire son token, il croit que c'est bon et puis terminé en fait. Vous voyez? Donc c'est là où c'est important, on doit aller un peu plus loin, sur, les intégrations des applications, et dans Azure Active Directory pour pouvoir en fait justement être
vraiment au top du top au niveau sécurité. Et donc pour ça, ça passe par de la formation, ça passe par des webinaires comme nous on fait et comme plein de gens font en fait sur internet pour pouvoir apprendre et pour pouvoir tout simplement enrichir. Et je vous rappelle, hein, je vous l'ai dit et je vous le redirai toujours, en fait, quelque part, on connaît rien et on en apprend tous les jours, absolument tous les jours. Le cloud, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc finalement, on est en perpétuelle évolution. Et donc, en fait, je considère que d'ailleurs, je ferai un webinaire là-dessus sur la compétence. Parce qu'aujourd'hui, avant la compétence d'il y a 20 ans et la compétence d'aujourd'hui, en termes de temporalité, en fait, elle est vachement faible. C'est-à-dire que Azure AD, tu connais Azure AD pendant 3 mois, si tu n'en fais pas pendant 6 mois, c'est très compliqué. Alors qu'avant, vous aviez Windows Server, sur 3 ans, bah, vous connaissez votre serveur sur 3 ans, ça ne bougeait pas, si vous voulez. Aujourd'hui, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc faites très attention. Et pour finir, en fait, ça, c'est le modèle que j'ai développé donc en 2023. Je vais faire une évolution rapide qui va arriver. D'ailleurs, vous voyez, ce modèle, il évolue tout le temps, de ce framework, en fait. Et je vais faire une évolution sur ce framework de sécurité. Et c'était juste, je vous le remets ici parce que justement, la partie qu'on vient de voir, la partie Secure, Deep Dive, Auth, OpenID Connect, elle rentre dans la partie 1, à savoir hardening Azure Active Directory. Mais du coup, comme je suis un puriste, ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir et je vais la mettre une brique supplémentaire qui va s'appeler Application Development. Et dedans, on va mettre en place toutes les bonnes pratiques pour les développeurs. Comme ça, en fait, on se mélange pas trop on va dire les concepts, parce que du coup, un développeur, quand il voit ça, il comprend pas. Alors que si on lui parle dans son langage, tu vois, Arnaud, c'est ça qui est Ouais, important. ouais, Derrière, ça sera peut-être un petit peu plus facile pour lui, tout ce qui est ouais. access token, ID token et token refresh, etc. Voilà, donc je sais pas si tu veux conclure sur quelque chose, Arnaud, des bonnes pratiques à nous donner, comment un développeur, voilà, comment on peut vous aider, vous, en tant que développeur, en fait, à améliorer vos applications et surtout comment nous, on peut prendre du recul là-dessus? Bah, je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on disait, hein, c'est travailler ensemble, tout le temps et ce qu'on fait tous les 2. Ce qu'on vous a montré là, c'est, comme disait Céphala, hein, on a décortiqué le truc. Alors ça, avec Céphala, on l'utilise. Des fois, on nous dit: «Ouh là, mais vous allez bien loin». Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi les rôles et responsabilités. C'est il faut travailler ensemble, mais il faut savoir ce qu'on attend des uns et des autres. Donc en fonction de nos clients, quand on nous dit: «Ben, vous allez vous occuper que de l'infra, puis les développeurs, ils feront». L'avantage avec cette approche-là, c'est que on on fait ça avec Cephala. Une fois qu'on a fait ça, c'est que notre configuration, elle est bonne. Et donc après, si le développeur nous dit: «Oui, mais il y a un problème, moi j'arrive pas à me connecter», là, alors là, Cephala, c'est plus moi qui prends le dessus en disant: «Il y a pas de problème avec ce qu'on a fait avec Cephala, nous on l'a validé, ça fonctionne. Donc maintenant on peut t'aider à regarder, c'est plutôt de la configuration de ton côté, quoi». Donc mais toujours, c'est travailler ensemble tout en ayant ses rôles et responsabilités et puis d'avancer, quoi. Et puis donc du coup, moi l'objectif, c'est voilà la prochaine fois, c'est peut-être, pour, vous montrer plutôt côté dev un peu ce qui se passe. Alors pas forcément de rentrer dans les lignes de code. En plus, moi je le ferai qu'avec, 2-3 enfin avec 2 frameworks, comme ça vous voyez juste 2 frameworks. Mais c'est plus vous donner un peu cette vision. Moi j'aime bien aussi le vie ma vie, de comprendre aussi, ben, moi j'essaye toujours de me mettre dans la avec Cefala, de mettre dans sa peau, mais pourquoi tu fais ça? Et puis après, ben, vous de vous mettre un peu, voilà, le développeur, qu'est-ce qu'il a? Puis après de vous donner un peu des astuces avec les développeurs, vous dire: «Fais gaffe, donc typiquement, la faille dont vous a parlé Cefala juste avant, dire au développeur: «Mais tu es sûr, tu as bien vérifié ça?» Et après on pourra aussi discuter, il y a des choses plus avancées où maintenant la validation du token, l'idée c'est des fois c'est de la sortir du développement. On a ce qu'on appelle des patterns de sidecar où, on a l'application et un truc qui est juste à côté, puis le truc à côté fait ça. Mais ça, Cefala, on préparera un autre webinar, on parlera de tous ces trucs-là, quoi. Voilà, Merci, après je Arnaud. sais pas si vous avez des questions, Cefala, s'il y a Si des vous avez des points où questions, ouais, n'hésitez pas. Ça fait 1 heure à peu près, donc 1h17, donc c'est très bien. De toute façon, après, en général, comme je le disais, en fait, le vendredi, c'est un peu compliqué, je pense, pour les gens. Mais c'est pas très grave, on essaiera de trouver des créneaux. Sachant que là, en plus, on arrive sur une période un peu été, donc c'est un peu compliqué. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas et surtout, bah, si vous avez des besoins ou quoi, n'hésitez pas aussi à nous contacter, hein, là-dessus. Donc ça, c'est des choses qu'on maîtrise, qu'on connaît bien, on aime bien les challenges, donc c'est intéressant pour nous. le code flow, c'est lequel le token? Enfin, donc quelle est la différence entre le code flow et le token flow? Heu, alors, je sais pas si en fait si dans ta question, en fait, le token flow existe pas. Normalement, c'est le code authorization flow. Après, peut-être ce que Oui, tu veux dire, c'est qu'il y a deux requêtes. Il y a une requête pour demander, un code et après il y a une deuxième requête pour demander le token.
Je sais pas si c'est ça. En tout cas, si c'est ça, ça fait partie du même flow et après, le code flow, alors ou le token flow, peut-être qu'après tu veux parler des credentials. Les credentials, c'est, plutôt quand on a une application qui en appelle une autre, est-ce qu'il y a des grosses différences? Alors Dans oui les et non quoi, principes mais ouais. ouais, c'est toujours les réponses de Normand. Ouais. Donc, si je veux faire simple, et vulgariser, non, c'est, les principes sont à peu près les mêmes. Après, si on fait un deep dive avec cela, on verra que les requêtes sont quand même assez différentes, quoi. Mmh. Et après, c'est pareil, les pratiques sont pas toujours les mêmes, quoi. Donc la Heu, prochaine fois, les 2 frameworks que j'utilise, pour le front, ça va être plutôt du Angular et puis pour le back, ça sera en Java et ça sera plutôt du Quarkus, puisque Quarkus permet de simplifier énormément de choses, d'être beaucoup plus rapide et puis, si vous voulez aller dans le monde du microservice, ma recommandation, c'est d'avoir des frameworks assez nouveaux. Alors il y a plusieurs écoles. Il y en a qui diront: «Il faut plutôt le faire avec du Go». Ils ont pas tort, sauf qu'ils font juste l'impasse sur 20 ans enfin plus de 20 ans de système d'information derrière. Donc, l'avantage d'un Quarkus, c'est qu'on arrive à faire des choses quasiment un peu comme les langages Go qui sont des langages très rapides, mais avec du Java qui est derrière, donc on jette pas, les 20 dernières années, de ce qu'on a fait, quoi. Donc ça sera Quarkus pour le back-end et Angular pour le front-end. alors j'espère que ce format vous a plu, parce que c'est vrai qu'on a quand même l'habitude de traiter souvent quand même des sujets infra. Là, on est à mi-chemin pour l'instant, on n'a pas vraiment abordé le principe dev, mais quand même, ça me paraît quand même important de bien comprendre, comment fonctionne Azure AD en termes d'authentification, en termes d'autorisation, les protocoles utilisés, les types de tokens qui sont utilisés et surtout la sécurité que vous allez pouvoir y mettre derrière. Donc c'est vraiment quelque chose, en fait, qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître. Enfin, surtout si on fait de la sécurité, en fait, hein, c'est toujours pareil. Si on est administrateur Azure AD, bon, je vous dirais OK, mais c'est vraiment vous êtes responsable des sécurités et que vous faites de la sécurité, et votre but, c'est de sécuriser votre système d'information, effectivement, oui, ça va être important. Alors oui, il c'est prévu, hein, le hardening sur AD, là, pour le coup, ça sera pas trop, ça concernera pas Arnaud, mais la partie AD, Active Directory, sur le modèle 3 tiers, sur les bastions et cetera. C'est prévu aussi. C'est juste qu'en fait, j'ai plein de sujets qui vont arriver, donc il faudra qu'on en parle. D'ailleurs, notamment le customer key, parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de demandes. Beaucoup de gens souhaitent que je refasse le customer key, parce que pour info, je pense qu'il n'existe aucun webinaire en français du customer key. J'en ai fait un il y a un an, et j'en referai un deuxième. Donc on en reparlera, parce que c'est vraiment une techno qui est peu connue, mais sauf que c'est une techno qui est hyper puissante pour justement la gestion des clés, la rotation des clés, et l'encryption des données dans M365 pour répondre à des réglementations. OK, bah, écoutez, s'il y a pas d'autres questions, on va se quitter ici. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bah, je vous dis à très bientôt les amis pour d'autres aventures. Merci à tout le monde. Bonne soirée à vous. Merci, à plus. Au revoir. Au revoir.